379, c'est le numéro de l'épisode de cette semaine, enregistré le 8 décembre 2022. Je vous explique en 2 mots. Nous, pour se chauffer un petit peu avant un épisode, comme on n'est pas ensemble réunis au même endroit et qu'on boit pas des coups, et d'ailleurs on boit pas du tout, on se raconte des blagues. Voilà. Oui, et donc on se chauffe, on se calme, Marc. On s'est échauffé. On est au taquet avec, d'un côté, vous l'avez reconnu sans doute, Sébastien, de l'autre, Aurélien. Salut Aurélien. Salut, là, il a l'air comme ça calme et tout, mais il est pas en reste, je peux vous le dire. Un épisode avec plein de news, évidemment, toujours articulé autour d'un abécédaire. C'est facilité, on va pas se mentir. Comme ça, on sait suivre un semblant de conduite et un ordre particulier de ces informations qui sont en fait issues de la veille technologique de l'ensemble de l'équipe et en particulier de ces deux-ci. Et on va parcourir ça ensemble si vous le voulez bien. N'hésitez pas, comme vous avez l'habitude de le faire maintenant, à mettre des pouces sur YouTube, des étoiles sur les applications de podcast et de partager nos épisodes avec vos amis. Ça nous fait toujours plaisir. Beaucoup des plaisir. Étoiles. Alors, oui. Si je peux commencer, parce que maintenant que nous, on était chaud, on peut échauffer un peu l'audience. Sur l'histoire de l'étoile, il y a vraiment des plateformes de réseaux sociaux qui mettent encore des étoiles ? Non, je parle des plateformes de podcast. De podcast, c'est des étoiles ? C'est des petites étoiles, il y en a qui font des petites étoiles. Ouais. Oui. Alors, donc, on a pour ceux qui ont suivi les épisodes, on a une boîte où effectivement, on a des données personnelles. Donc, sur la plateforme, il y a une fiche avec des consommateurs, donc une fiche de consommateurs, toutes ces informations. Et donc, un jour, on est en démo, il y a 10 ans de ça. Et donc, au moment où on est en train de faire la démo, il y a un panel en face de nous, et mon sales qui était à ma droite, qui explique tout le truc. Et donc, on voit une petite photo pour l'utilisateur, etc. Et puis, tu as la petite dame qui le regarde dans les yeux et dit « Et alors, la petite étoile en dessous de la photo, c'est pourquoi ?» Le mec, il dit « Ah, ça c'est facile, c'est quand on aime la personne, boum, on lui met une petite étoile jaune. » Et là, je le regarde avec des grands yeux en disant arrête. Parce que c'était une chaîne avec effectivement toute une famille juive en face de nous. Ouais. Et donc je suis sorti de là, j'ai appelé mon associé à l'époque, j'ai dit la petite étoile, on enlève. Maintenant on met un petit cœur. Oui, c'est bien, c'est comme ça, il n'y a pas de... Donc, oui, parfois, on ne se rend pas toujours compte de... Non, mais bien sûr, voilà. Alors, je me demande si finalement, c'était pas mieux quand on démarrait à froid. Mais bon, c'est autre chose. Allez, on attaque avec la lettre B comme banque, Sébastien. Avec une news, par contre, là, ça ne prête pas à rire, et on va pas se taper sur les cuisses, il faut le reconnaître, ça concerne les comptes en banque des femmes menacées en Iran. Oui, voilà, c'est des sujets dont effectivement on parlait en off avant, on en parle assez peu dans les médias classiques, et c'est pour ça que je voulais un petit peu reprendre celui-là, parce que la news n'est pas non plus hyper longue, il n'y a pas énormément de trucs dessus, c'est quelque chose qui est quand même assez interpellant sur le principe, avant de ne pas vous tenir trop longtemps à la ligne, je vais directement aller, effectivement déjà, petit summary, c'est à partir du moment où une femme n'aura pas mis son voile pendant deux warnings, c'est simple, elle n'aura plus de compte en banque. Donc voilà, ça c'est le contexte. Donc la sanction, c'est directement, t'as plus accès à ton compte, t'as plus d'argent, t'as plus rien, t'es dans la rue. En plus, comment on l'alerte, c'est facile, c'est dès qu'ils ont des caméras pour faire, ils sont en train d'installer toutes les caméras, reconnaissance faciale et tout le bazar, et donc voilà, assez facilement on va retrouver qui est derrière. Ils ont les liens avec les numéros de téléphone, donc c'est même pas un truc officiel, elle reçoit un SMS, un deuxième SMS, et puis basta, salut, au revoir, ça c'est réglé. Pas de contestation possible. Voilà, c'est assez interpellant. Et alors en même temps, l'Iran est une des boîtes, c'est pour ça qu'on retrouve ce sujet sur Cointelegraph, dont vous avez les sources comme d'habitude sur nos différents médiums, les techno.be, etc., et même sur YouTube aussi. Oui. Et donc, pourquoi ça se retrouve sur Cointelegraph ? Parce que c'est effectivement, l'Iran est un des pays qui est en train de mettre en place des stablecoins pour supprimer le cash. Et donc, s'il n'y a plus de cash, que l'État contrôle la crypto, et qu'il contrôle de facto les comptes en banque, à partir du moment où tu n'as plus d'argent, tu n'as plus rien, tu ne peux plus payer en cash.
Ceci dit, on est un petit peu tous, alors pas aussi extrême que ça, hein, on est bien d'accord, mais on est tous un petit peu logés à la même enseigne quand on réfléchit bien, parce que du cash, nous-mêmes, on en a de moins en moins dans nos poches, sans parler de crypto, hein, mais juste simplement le fait que le moyen de paiement le plus utilisé aujourd'hui, c'est quand même la carte de banque, hein, un peu partout, le smartphone aussi, peut-être dans une certaine proportion, et donc du coup, on est quand même aussi inféodé à un système qui, du jour au lendemain, veut dire, écoutez, pour des raisons, on va dire, de crise ou autre, on va vous brider, vous limiter vos accès à votre argent ou des choses. C'est possible, enfin techniquement. Mais non, ça l'est. Alors après, j'ai pas envie de verser dans le paranoïaque parce que il y a plein de podcasts qui sont plus adaptés pour ce genre de discours anti-gouvernementaux ou autres, où effectivement on se dit le cash, il faut du cash, il faut qu'on puisse payer avec du cash. Oui, c'est une forme de liberté de pouvoir payer avec du cash. Ici, on a pointé l'Iran du doigt parce que je voulais quand même on rappelle qu'il se passe des trucs en Iran, c'est pas cool, et ça va quand même assez loin. Assez loin ici, c'est d'un point de vue technologique. Des mots plein. Mais ça s'est fait dans des pays occidentaux. Hein. Le Canada l'a fait avec les manifestations des camionneurs il y a quelques mois. Le Canada a bloqué les comptes des gars et ils avaient plus que de la crypto pour recevoir des fonds qui ont aussi essayé d'être bloqués par le gouvernement canadien. Donc, on n'est pas dans un pays normalement antidémocratique. Hein. Donc oui, c'est possible. Et en même temps, il y a un pays européen qui est en train d'essayer de faire marche arrière. Mais là, j'ai quand même relu plusieurs fois les articles et essayé de comprendre la motivation derrière. Et je suis pas certain qu'elle soit exactement la bonne. Où effectivement, ils veulent interdire les paiements en cash, en carte en dessous de 60 €, augmenter tous les plafonds, etc. Et c'est l'Italie. Mais l'Italie est aujourd'hui avec un gouvernement d'extrême droite. Et je tout à fait sûr de la bonne motivation de pourquoi on veut du cash dans les magasins et dans l'économie. Parce que on mentionne énormément l'économie souterraine. Et donc, si effectivement on veut soutenir l'économie souterraine avec le cash, là, ça pose un peu plus de questions de pourquoi on veut du cash. Ouais. Mais voilà, j'irai pas plus loin parce que j'ai encore envie, j'ai 3 enfants et j'ai envie de... voilà, tout ça méritait d'être mentionné, même si c'est l'aspect technologique, le rapport avec ce qu'on fait d'habitude et ce qu'on fait toujours d'ailleurs, c'est plutôt l'aspect Bitcoin, crypto-monnaie, bancaire aussi, technologie bancaire. Donc ça se justifiait. Reconnaissance faciale, intelligence, tout est mis. Tout est mis dans voilà, la techno pour. Oui, il n'y a pas que la Chine. C'est ça, pour réduire en esclavage les femmes. J'aimerais que la techno soit utilisée à autre chose. Oui, moi aussi, très honnêtement. Et je pense que Aurélien aussi. S'il a un petit avis à donner, il peut. Oui. Non, c'est attristant. On en parlait tout à l'heure là. Des moyens que les États trouvent pour sanctionner. Il est chaud. Oh, il est au taquet. Je pensais qu'il était plus chaud que ça, moi. Non, en fait, il a peur de dire une connerie. Je vais dire, non, mais attends, il est en France, pour le moment, c'est chaud. C'est ça, j'ai l'impression que le niveau de son micro diminue au fur et à mesure que... Non. Si, podcast. Bon, passons à la suite, alors, à ce moment-là. Passons à la suite. Oui, parce que, voilà, là, ça... la lettre E, j'ai entendu un quick dans mon casque, je ne sais pas de quoi il s'agit. C'est moi, je peux te le faire, peut-être. Mais voilà, c'est très ma bague sur ouais. Alors, où est passée ma conduite? Voilà, comme Europe, Aurélien, je vais y arriver. C'est le final condom. Quand l'Europe est encore à la traîne et que la recherche et développement peinent. Oui. En fait, je suis tombé sur un article. Alors, je suis tombé sur un article et puis j'ai déroulé la pelote de laine après. Je vais vous en parler du Parlement européen et donc qui vient de émettre ses conclusions quant au développement de la R&D et de l'innovation technologique en Europe. Alors, sur le papier, je me suis dit, tiens, intéressant, qu'est-ce qu'ils veulent faire, qu'est-ce qu'ils veulent pousser dans les prochaines années, comment tout ça va s'articuler et quelles sont leurs réponses pour que la R&D en Europe se développe et qu'on essaye de reprendre un certain leadership.
Bah, j'étais un peu déçu. J'ai lu les conclusions des 2 PDF que vous aurez dans les notes du podcast. Ils veulent absolument avoir des startups dans la deep tech. Ils pensent que la deep tech c'est ce qu'il faut, c'est ce qui nous fera avoir des innovations de rupture. Et c'est là-dessus qu'il faut miser. Ils ont des mesures d'accompagnement pour garder les talents. On sait très bien que on forme très très bien en Europe, mais on a du mal à garder les meilleurs. Donc voilà, il y a tout un article là-dessus. Et puis après je me suis dit ça c'est les faits de Bruxelles. Est-ce qu'il n'y a pas des articles qui peuvent reprendre toutes ces conclusions-là de manière un peu plus critique? Et alors je suis tombé sur 2 autres articles. Le premier, c'est un article de l'Echo, je crois, c'est belge, oui. De quelqu'un qui est dans la medtech et qui dit en fait dans la medtech l'Europe a beaucoup de mal à percer. Pourquoi? Parce que il y a un tas de réglementations et qu'avant de mettre sur le marché un quelconque produit qui même touche, mais vraiment touche au sens toucher la peau, il y a un tas de réglementations, ce que le reste du monde n'a pas, et ça bloque. Le rempart réglementaire est vraiment trop dur, et ça, il dit que c'est lié notamment à toutes les dérives qu'il y a pu avoir, et ça, je comprends tout à fait pourquoi on est arrivé à ces règlements, parce qu'il y a eu notamment il parle des prothèses PIP, souvenez-vous, d'un quelqu'un qui avait mis du silicone de salle de bain pour en faire des prothèses. C'était pas vraiment pas top. Le bon truc. Et puis je suis tombé sur un deuxième article, alors qui m'a beaucoup plus intéressé, de La Tribune. C'est toi d'ailleurs, Marc, qui l'a partagé, donc qui reprend des conclusions de l'Institut Montaigne, qui démontre, alors de manière beaucoup plus chiffrée, l'écart qu'il y a entre la tech américaine et la tech européenne. On se rappelle qu'en France, Emmanuel Macron avait dit en 2030, je veux 100 licornes, ça veut dire 100 startups qui sont à plus de 10 milliards, qui sont valorisées à plus de 1 milliard de dollars. Et donc ces deux auteurs, Gilles Babinet et Olivier Coste, c'est un ancien d'Alcatel-Lucent a priori, qui reprennent le contre-pied de ces promesses de Macron en disant il y a et j'en avais parlé il y a quelques épisodes, une rivalité entre la Chine et les US sur tout ce qui est semi-conducteurs. Et en fait, la compétition, elle est entre eux. Et nous, on regarde les trains passer, clairement. Alors, ils prennent quelques chiffres. Les US qui investissent 280 milliards dans la R&D, alors que chez nous, les dépenses de R&D, en Allemagne, par exemple, elle décroît de 8 à 2% du PIB, et en France, de 6 à 2% du PIB. Pour autant, si on regarde les levées de fonds, en France, l'année dernière, en 2021, les entreprises françaises ont réussi à lever 11,3 milliards d'euros, alors qu'en Grande-Bretagne, 32. Donc il y a encore un gap énorme. Et donc ils expliquent ça parce que les boîtes n'ont pas du tout envie de mettre leur R&D en Europe pour la lourdeur sociale. On sait très bien que une fois que vous êtes en contrat dans un groupe et qu'il y a de la R&D, que vous êtes en contrat, c'est très difficile d'embaucher. La lourdeur réglementaire, j'en ai parlé tout à l'heure, quand on veut mettre un produit sur le marché en Europe, c'est beaucoup plus compliqué qu'ailleurs. Et puis dernier point, il parle des problèmes de restructuration. Vous avez vu là aux US, il y a beaucoup de boîtes tech qui font le ménage. On avait parlé de Meta, et autres, Twitter, ainsi de suite. Et en fait, là-bas, le droit du travail n'est pas du tout le même, alors qu'en France, une restructuration, ça coûterait, alors d'après l'article, 200 000 euros par salarié. Donc le fait de lui trouver un nouveau poste, de lui dire de partir, ainsi de suite. Et donc, il prenait l'exemple d'Alcatel-Lucent, qui, en Europe, a fait tomber a cherché à se restructurer, ça leur a coûté 10 milliards d'euros, et elle a fini par en mourir, parce que finalement, quand vous avez des frais comme ça pour vous restructurer, ça fait 6 minutes, tout pile, 0.
Je vous aide juste pour vous expliquer, on a un décompteur pour essayer de rester quand même dans des limites de temps globales de cet épisode de podcast raisonnable. On a un décompteur, arbitrairement on a mis 6 minutes en disant 6 minutes c'est bien, un peu plus, un peu moins, machin, etc. C'est pour ça que Aurélien est tout content d'être tombé pile poil sur 6 minutes, mais on va les exploser les 6 minutes parce que je vais donner la parole maintenant à Sébastien qui a certainement un petit avis à partager. Je remets le compteur à 6 minutes ou... Non, enfin oui, tu pourrais presque, parce que c'est un sujet... C'est vaste, ouais. C'est un sujet vaste, et alors, je suis désolé si en arrière-plan, vous entendez peut-être de temps en temps un petit cri de bébé, mais je pense qu'elle vient de prendre son bain, et elle a pas l'air contente. Ouais. Donc voilà, effectivement, j'en ai une qui a à peine un an et des poussières. Alors, pour revenir sur l'économie et la R&D, il y a d'autres points qui sont importants en Europe que tes articles n'ont pas cité, c'est la propension aux industriels à racheter des startups. Et donc tu avais par rapport, il y avait des études, je pense qu'on en a, enfin je pense pas, je suis certain qu'on en a parlé dans ce podcast il y a quelques années. Il y avait une comparaison États-Unis-Europe et les industriels européens ne rachètent rien comparé aux industriels américains, ce qui encourage assez peu du coup les jeunes entrepreneurs en se disant je vais partir et lancer mon truc, parce que si tu fais un projet, que tu as ta petite boîte qui tourne avec quelques gars, c'est pas pour ça que tu as envie de refaire le monde ou que tu as la capacité, les épaules pour pouvoir le faire, et donc à un moment tu espères avoir un endossement d'un gros industriel qui te dit ok, je te prends sous mon aile, je rachète le truc et tu viens bosser chez moi, quelque chose que de toute façon le projet tu n'aurais pas fait chez lui. Tu as besoin de créer cette structure, d'avoir cette liberté, et qu'à un moment un énorme industriel te dise ok, viens, on va faire ça ensemble, copain. Ça se fait beaucoup moins en Europe, et donc effectivement du coup si tu sais que tu vas être seul assez longtemps, ça pas non plus beaucoup ne déclenche pas beaucoup de vocation. Est-ce que c'est pas dû aussi au fait que nos entreprises, enfin je te coupe 2 secondes, mais nos entreprises ont peut-être moins de visée internationale que des sociétés américaines par exemple? Ouais, ça je suis pas sûr, parce qu'on a des avantages là-dessus. On a des avantages en Europe par rapport aux États-Unis, et encore plus en Belgique qu'en France, parce que déjà en Belgique on a une multiculturelle. Voilà, on parle beaucoup de langues. Oui, on a les avantages, mais est-ce qu'on s'en sert? On a en général, oui. En général, oui. Parce que c'est prévu à la base des produits, et donc tu sens moins dans les produits que tu as un problème vis-à-vis juste du multilangue, parce que mais il y a plein d'autres petites subtilités que un produit américain dira tout le monde paye en dollars, tout le monde parle anglais, et puis qu'est-ce que tu veux, toi, tu vois. Et c'est des petits points, mais qui, quand tu refais un soft qui est déjà assez lourd et que tu te dis merde, je devrais voir que les mecs ils parlent aussi autre chose que l'anglais, c'est compliqué. Donc non, ça je pense qu'on a des avantages. Par contre, l'aspect réglementaire, il n'est pas limité au scope que sortait Aurélien. Oui, effectivement, l'aspect réglementaire, l'Europe a tendance à tirer une balle dans le pied de toutes ces boîtes, avec la réglementation qui est assez lourde. Mais ça, c'est l'esprit européen versus l'esprit américain, où en gros, on dit plus le gouvernement ne doit rien faire du tout. Et on n'est pas du tout dans l'optique, nous on doit tout contrôler. Effectivement, ça a un frein. Et en même temps, on laisse du coup beaucoup de boîtes américaines venir chez nous en leur disant, en faisant un petit peu je trouve qu'on est un petit peu trop consensuel, en disant oui, ok, il n'y a pas de problème, tu peux venir, et même si de toute façon tu respectes pas tout, ouais, t'es quand même un truc international, et tu fais, alors parfois on donne une petite amende, tu vois, des Meta, Google et compagnie. Mais dans l'ensemble, eux n'ont pas eu toutes ces contraintes au développement, et ils arrivent chez nous, et voilà quoi. Donc oui, l'Europe s'est pas encore totalement rendu compte de ses gros défauts. Mais c'est pas les seules réglementations. Le GDPR par exemple, en était un, il en faut une. Est-ce que celle qui a été mise en place est la bonne? Je pense qu'il y a encore de gros problèmes avec ça. Certains États américains s'inspirent du GDPR pour l'appliquer à leur échelle. On lit ça de temps en temps. Oui, mais s'inspire. J'ai pas dit qu'ils le copient, mais s'inspirent. C'est ça, parce que nous, on a un petit peu, il y avait rien qui existait. On se dit, tant pis, on va faire une loi qui va être hyper contraignante, parce que le pire de le GDPR, c'est de l'administratif. Fondamentalement, les lois nationales étaient très bonnes, mais ici, il y a une imposition
de la paperasse, de la documentation qui est colossale, ce que la plupart des petites boîtes ne savent pas faire. Et donc c'est hyper compliqué. Et en fait, au final, tu trouves toujours, ça c'est comme en sécurité, tu trouves toujours une faille. Il y a toujours une raison de te balancer une amende avec la GDPR. Personne ne peut y échapper. Et donc, je te promets, on peut balancer des amendes à toutes les boîtes pour n'importe quoi. Et donc, ça devient parfois presque un outil de répression. Et dans certains États, ça a été un outil politique. Ici, en Belgique, ça a été utilisé comme tel par certains. Donc, j'ai pas mal de choses... de griefs à l'encontre de ça, dont certains que je ne pourrais pas mentionner ici, parce que voilà, nous sommes publics. Mais l'Europe ne fait pas toujours que du bon là-dessus. Mais en même temps, il faut le faire, c'est pas ça. Mais le compromis n'est pas toujours parfait. Je ne remettrai pas une thune dans la machine parce que sinon on est reparti. Je suis reparti pour 1 heure, mais je te promets que je récupère tout mon temps sur le sujet suivant. D'accord, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs tout de suite avec la lettre G comme Google. Sébastien va nous parler en quelques secondes. Non, j'exagère, on va quand même faire le sujet. De quoi vas-tu nous parler? J'ai le titre sous les yeux mais je ne le comprends pas. Business. Alors Wiz, tu te souviens Wiz? Wiz, vase. Oui. Un vase comme disent les Français, vase. Parce que c'est un privé, donc je suppose que, tu vois, nos amis... Non? Peut-être non. Non. Ouais, tu vois, des trucs américains, ils disent... ok, ça. C'est parce qu'on a avançons. Et donc, l'équipe a été rachetée en 2013 par Google. Je sais pas si vous vous en souvenez. Genre, on en a parlé dans ce podcast. Et donc, ils ont été rachetés. Ils étaient des milliards, et ils étaient une grosse quinzaine à l'époque, une toute petite boîte. Et bien en fait maintenant ils sont plus une quinzaine, c'est une grosse équipe, ils sont plus de 500. Ils partirent 500, ils revinrent, voilà tout ça. Et ben en fait ils étaient encore séparés et maintenant Google a décidé de les intégrer à l'équipe de Google Maps, Google Earth, Google Street View. Donc maintenant ce n'est plus qu'une seule équipe. Ce qui est assez interpellant, c'est qu'en fait, ils regroupent dans l'équipe, mais en même temps, ils annoncent « Et vous inquiétez pas, on licencie personne ». Et donc, ok, voilà. Donc, à première vue, on refait juste tout le monde dans le même locaux, donc je suppose qu'il y a des économies d'échelle à un endroit ou à un autre. Ils gardent les 500 employés, mais voilà, le seul personne qui part, c'est Néa Parikh, qu'on ne connaît pas malheureusement, mais c'est la CEO de Waze qui, elle, prend ses valises et se casse parce que, à mon avis, elle a plus son job. C'est la seule économie. Donc voilà, on s'attend quand même à des licenciements à un moment ou à un autre. L'autre bonne nouvelle quand même au niveau de Waze, parce que ça c'est pas une bonne nouvelle, enfin peut-être pas une bonne nouvelle, c'est qu'il arrive dans Google Automotive. Je ne parle pas de Google Auto, mais Google Automotive. C'est quoi la différence entre les deux bousins, à part les 4-5 lettres de plus? C'est qu'il y en a un, vous avez besoin de votre téléphone Google Auto pour le connecter à votre auto, et alors c'est l'écran de votre smartphone que vous voyez, et l'autre c'est une version totalement autonome qui tourne sur l'écran de votre bagnole. Et celui-là va avoir Waze dans les prochains jours, donc maintenant l'application sera directement dessus. Donc il y a quand même des trucs. Alors, on va pas tuer Waze. Non, mais j'ai pas l'impression qu'ils ont intérêt à le faire. Parce que certains pourront dire, ils vont faire un espèce de truc entre Waze et Google Maps. Mais je pense pas qu'ils aient vraiment intérêt à le faire. La marque Waze est quand même très forte. Google aussi, mais Waze sur ces applicatifs-là, ils sont quand même, voilà, je vois pas l'intérêt de tuer Waze. Moi j'en vois un, mais j'ai une question, c'est où est la rentabilité de Waze? Ça, c'est une autre question, oui, effectivement. Mais il y a de la pub quand même dans Waze, pas qu'un peu d'ailleurs. Mais en même temps, est-ce qu'elle fonctionne? Est-ce qu'il y a un retour sur investissement de la part des 500 employés et l'infrastructure? On est bien d'accord, oui. Oui. Après, Waze, ce sont des données, donc c'est comme toujours. Est-ce que ces données ne vont pas être utilisées d'une autre manière, de manière transversale dans les autres applications?
Voilà, enfin, ça mérite de se parler quand même. Entre les équipes Waze, Google Maps et autres, ça mérite quand même de mettre des connexions. À Google Maps, il y avait déjà pas mal de trucs. Oui, il y a déjà des choses. Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez chez vous qui nous écoutez. Vous êtes usager de Waze ou de Google Maps, parce que vous pouvez aussi vous diriger avec Google Maps. Il y en a qui le font. Ils ont essayé. Mais bon, voilà. Si vous avez un avis sur la question, n'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires, comme on a l'habitude de le lire. On se fera un plaisir de vous lire. On est à la lettre H comme hôpital. Aurélien, hacker est un métier honteux, et ça, on l'a encore appris à nos dépens cette semaine. Ouais. Bah ça c'est H comme honte, horrible, tout ça. Enfin moi je trouvais ça. J'avais parlé de Corbeil-Essonnes, mais là je trouve encore ça fou. Donc bon, si jamais vous n'avez pas entendu parler, il y a l'hôpital André Mignot de Versailles, au Chénero, enfin ça a raccroché à Versailles, mais c'est au Chénero-Cancourt exactement, qui samedi dernier à 21h, il y a des PC qui ont commencé à faire des messages, des écrans noirs, et donc c'était reparti. Ils ont tout arrêté. Alors tout arrêté. Pour mettre le système informatique à l'isolement. Je me devais de chroniquer ça parce que je trouve vraiment ça horrible. Je vais développer. J'ai cherché encore aujourd'hui voir si on avait plus d'informations, si c'était le même ransomware Logbit et si c'était vraiment les Russes. Aujourd'hui, il n'y a rien qui fuit, donc je ne peux pas vous en dire plus. En même temps, je comprends que pour les besoins de l'enquête, ce sont des informations qui ne sortent pas. En tous les cas, le plan blanc a été déclenché. Donc le plan blanc, je vous rappelle, on rappelle plein de monde pour aider, je sais pas moi, Madame Dupont, elle est sur un lit avec assistance respiratoire, il y a besoin de quelqu'un pour vérifier que son cœur bat toujours. Au lieu que ça passe par le réseau et qu'il y ait une salle centrale où on voit à combien de battements par minute est son cœur, il y a quelqu'un qui est devant un écran et qui surveille, qui est devant sa chambre et qui surveille que voilà, tout se passe à l'ancienne, quoi. Voilà. À l'ancienne. Ouais. Donc reprogrammation de certaines opérations non urgentes, 6 patients transférés. Ça représente quand même un hôpital où il y avait 700 lits, 3000 personnes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même assez fou. Et donc ils avaient réclamé, et ça serait a priori la même chose, $10 millions de rançon. Sinon, divulgation des données de santé, ce qui était arrivé à Corbeil-Essonnes. Et donc l'article, il y a plusieurs articles que j'ai épinglés, et il y en a un qui montre bien que c'est la 6e attaque cette année. On va dire que c'est 2 d'une grande ampleur et 4 un peu moins fort. Donc, il faut savoir que sur l'attaque du mois d'août, donc Corbeil-Essonnes, aujourd'hui, le système informatique, il est opérationnel encore qu'à 80%. On est en décembre, donc vous comptez, ça fait 4 mois. Et que le coût de l'opération pour le Corbeil-Essonnes, c'est 7 millions d'euros pour remettre l'informatique sur pied, 2 millions d'euros pour la gestion de la crise et 5 millions d'euros pour la reconstruction de toute l'infrastructure informatique. Donc c'est pas... c'est quand même pas 3 francs 6 sous. Et donc l'État avait quand même débloqué en 2021 20 millions d'euros pour la sécurisation des hôpitaux. Mais je me faisais la réflexion ce week-end, là, en entendant ça, franchement... je sais pas si ça existe déjà ou si c'est en cours de création, mais des formations sur des parcours de formation en Bac+5 sur la cybersécurité et la cyberdéfense et la sécurisation. Alors, Sébastien dira toujours, il y a toujours une faille. Oui, mais ça devient une arme que je trouve de plus en plus... Moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est qu'on dit toujours, on ne saura sans doute jamais la vérité, mais on nous dit toujours, on ne paye pas parce que c'est mettre le doigt dans un engrenage, c'est comme les prises d'otages, le principe c'est de ne pas jamais payer. Ici, le fait que ça se répète de manière aussi fréquente, finalement, il y a quand même une fréquence qui est en train de s'installer sur ce type d'attaque, je me demande, moi, si
dans les premiers qui ont été attaqués, s'ils n'ont pas lâché un petit peu de pognon pour essayer de sauver les meubles, et que du coup, ça a fait pousser les ailes à ces hackers en se disant, ils ont payé une fois, ils payeront la fois suivante, quoi. Et recommençons le schéma. J'en sais rien, hein, mais je me pose la question, parce que si ça ne fonctionne pas, si la première fois on essaye, on paye pas, la deuxième fois on essaye, on paye pas, la troisième fois on essaye, on paye pas, pourquoi encore continuer à essayer? On payera jamais, si c'est la doctrine. Voilà. Et ce que je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, la rançon de 10 millions d'euros par rapport à ce que ça coûte, il n'y a pas un facteur 50, hein. Il y a 10 par rapport à 7. Et à mon avis, on n'a pas tout compté, hein. Donc, Sébastien, 10, si tu payes les 10, ça veut pas dire qu'après tu n'as pas quand même quelques frais pour te dire je vais faire quelque chose de plus sécure, parce que si c'est juste pour dire je continue à laisser ouvert, donc c'est probablement un facteur 2 quand même, tu aurais dû reconstruire ton infra. Mais tu aurais récupéré des données. C'est pas juste faire un rollback en disant ok merci, passons à la salut, au revoir, allez. C'est ça, voilà. C'est compliqué la sécurité. Alors déjà, je vais commencer par j'aimais bien le H de Hôpital, mais c'était plutôt la H de Jamel Debbouze. Oui, H, la série. C'était quand même fort sympathique. C'était quand même nettement plus drôle. Au niveau état sur les attaques, difficile aujourd'hui, on en reparlera probablement dans quelques années, de savoir, de faire un débrief sur ce qui se passe réellement aujourd'hui. Mais par contre, je peux vous donner un point sur les paiements des rançons. Donc tu te demandais si parfois c'était pas payé. Alors en fait, probablement que même plus que parfois c'est payé, parce qu'on a des assurances de notre côté, au business à risque, tutti quanti, et donc il y a des assurances sur les cyber-risques, et dans les assurances récentes, il y a le paiement de effectivement de la rançon. Et donc j'ose imaginer que du point de vue de l'assurance, c'est plus intéressant, de son point de vue évidemment, de payer la rançon que de payer les frais liés à la reconstruction. Il paye les deux en fait. Il paye et en même temps il paye la rançon, et il te paye des experts pour venir t'aider à remettre tout le bousin en place. Donc pour éviter que ça se reproduise, parce que c'est leur intérêt quelque part. Voilà. Pas chaque fois. Ils sont pas cons non plus, tu vois. Ils ne peuvent pas payer ça tous les mois. Et il y avait eu un truc. Je ne citerai pas le nom, une boîte effectivement qui a eu des problèmes de cyberattaque en Europe il y a un peu plus d'un an. C'était pas dans le médical, mais c'était tout aussi important. Et là par contre, tu avais des équipes de Microsoft qui débarquent en fait sur le terrain. Et c'est les ingénieurs de Microsoft qui essayaient de remettre tout en place. Donc ça devient une forme de spécialisation dans certaines entreprises, de débarquer avec tous les experts et de dire t'es dans la merde, on t'envoie l'hélico avec nos meilleurs gars, comme dans CSI. Des vraies structures qui sont équipées, c'est leur métier c'est leur métier de sécurité, mais aussi de reconstruire et d'essayer de te relancer. Et de relancer la machine. Et on sait bien que sur ce genre de choses, tu le disais Aurélien, les effets de bord se ressentent encore des mois, voire peut-être même des années par la suite. Il y a toujours à un moment donné un petit truc qui intervient en disant « Ah tiens, ça c'est un souvenir de l'époque où on s'est fait avoir ». Ouais, il y avait un proverbe qui disait sur les machines, sous Linux, parce que ça fait un certain temps que j'administre des serveurs là-dessus. Il disait à partir du moment où quelqu'un est rentré sur ta machine, c'est facile, tu prends, tu jettes. Oui, c'est ça. C'est trop compliqué tu gardes rien. Tu ne nettoies pas, parce que tu ne pourras jamais avoir confiance en la machine. Jamais. Ouais. Donc voilà, autant le savoir. Un magnifique cale-porte. Voilà. On peut passer à la suite parce que l'heure tourne et je sais pas ce qui se passe, mais je pense qu'on est plus. C'est de ma faute, on était chaud. Oui. Je reviens sur l'idée de. C'est pas une bonne idée de te chauffer avant. Pepo comme Pixie, il y a deux I à Aurélien, du 64 bits dans un appareil photo, et il est français, l'appareil photo. Avec Camembert. Ouais. Pixie. Ouais. Une entreprise byzantine. Vous savez ce que c'est, une entreprise byzantine? Byzantine. Oui. Le truc avec bison futé. Du bison, d'une région qui s'appelle Bison. Non, je sais pas. Byzantine de Besançon. Ah, Besançon. Besançon. D'accord. Besançon. Ok.
Donc voilà, c'était pour Marc. Ça va te plaire, ça, Marc, de la photo. Ah oui. Donc, oui. Pas que moi. Donc c'est une marque, Pixi, donc c'est une boîte et une marque, d'appareil photo, de boîtier d'appareil photo, ça y est, français, qui sort le premier boîtier avec un processeur 64 bits. Alors, il y a plusieurs choses qui m'ont amusé. Bon, déjà, il y a ça, le fait que je suis fatigué. Le fait que il mouline la photo, la mise au point, tout ça plus vite à cause d'un processeur 64 bits. Du coup, il va gagner en autonomie. Enfin, ils disent qu'il va gagner en autonomie. C'est la 3e génération de ce boîtier et donc c'est le A2570. Je vous dis directement le prix. Le prix du boîtier, c'est 2699 à 3150 €. Ce qui pour un boîtier... Alors, en plus, j'ai appris des trucs, parce que moi je suis pas un expert de photo, donc c'est un boîtier photo où vous n'avez pas d'écran de l'autre côté. C'est parfait pour toi. Oui, exactement. Et avec une visée analogique, mais des... Marc, aide-moi. Une visée analogique, comme sur les Leica, tu connais peut-être ? Avec une incrustation dans le viseur analogique. C'est ton sujet, c'est pas le mien. D'accord, je me débrouille. Ça me paraît logique. Bon. Non, mais je connaissais pas, moi, qu'il y avait des appareils photo comme ça. C'est pour ça que je fais pas ta spécialité, les appareils photo. Oui. Donc, je continue. Et je vais être rapide. Ils ont fait un boîtier, on va dire un casing. Dedans, il y a des cartes électroniques. En l'occurrence, une carte électronique, parce que tout est sur la carte mère. Et ils avaient une ancienne version qui était le A1571, qui n'était pas 64 bits. Et donc, ils proposent de faire un upgrade. On parle souvent de réparabilité, d'upgradabilité et tout ça. Ils proposent de faire un upgrade. Vous envoyez votre appareil photo à cette boîte-là. Et ils vous changent la carte mère pour mettre la dernière version en 64 bits qui va plus vite, qui consomme moins d'énergie, tout ça, pour 320 €. Je trouvais ça... c'est un bel upgrade. Pour le voilà. Donc, ils utilisent, si ça vous intéresse, ils utilisent un système on-chip avec un FPGA pour traiter les images de manière hyper rapide avec la puissance d'un FPGA. Et je m'arrêterai là. Mais en tous les cas, le fait que ce soit français, que ce soit upgradable, et puis qu'ils soient à la pointe en ayant développé un soft qui nativement traite en 64 bits, a priori, fait d'eux des leaders, voilà, qui sont à la pointe. L'important, évidemment, c'est d'avoir un maximum d'informations dans l'image, pour pouvoir faire du traitement a posteriori aussi, on l'imagine. C'est entre autres ça l'intérêt du 64 bits. Alors justement, alors ça sera à creuser. Au début, je me disais tiens, c'est chaque couleur d'un pixel est codée sur 64 bits. Ben je pense pas que ce soit ça. Je pense pas que ça soit ça. Je pense que c'est le traitement qui se fait sur une puce qui nativement fait du 64 bits. D'accord. Peut-être Sébastien pourrait. Donc en fait, au lieu de traiter on va dire une couleur de 32 bits à la fois, elle traite un R et un G. Si c'est du RGB, elle traite un R sur 30 bits et un G sur 32 bits en même temps. D'accord. C'est la façon dont elle calcule. Voilà, elle va plus vite. C'est ça. C'est pas la finesse. C'est pas la finesse de. Enfin, c'est pas le. C'est changer un capteur. C'est changé en capteur, on est bien d'accord. Merci, voilà, ça on l'avait bien compris. Si le sujet vous intéresse, on vous met le lien évidemment vers l'article. Dans ce cas-ci, ça va être très utile. Parce que même moi, je l'ai pas lu l'article, donc voilà, ça me semble intéressant et je lirai l'article. Mais tu connaissais ces appareils photo sans Non, absolument pas. Mais non, je connais pas tout. Je pensais que tu étais fan. Moi, si j'écoute les technos, c'est pour apprendre des trucs, c'est pas pour apporter. Moi, c'est pour je fais les technos, c'est pour apprendre des trucs. Vu qu'il nous reste encore. Et je veux pas passer pour le premier Gaou. Ça, c'est pour Sébastien. Je me demande si c'est pas mieux de picoler avant un numéro. Non, Gaou. N'essaye pas, on va perdre du temps, on va passer à la lettre T. Ah, il y avait un truc en plus. Vas-y, rebobine, Marc. Oui, non, mais je t'en prie, vas-y. Oui, et vous avez vu, le boss, c'est un ancien de chez Canonical. Ça, c'est cool. Et ça, ça me fait plaisir. C'est vrai, D'accord. je l'ai lu. Parce que c'est Canonical, c'est Ubuntu. Oui.
distribution, bien sûr, machin, gros barbu. Et donc, ça doit bien marcher avec du libre aussi, sous Linux, machin. J'aime bien. Voilà, c'est bien de l'avoir mentionné. On peut passer à la lettre T comme Tweetos. Oui, Sébastien, on va parler de Twitter, en l'occurrence, et manifestement, les tarifs du fameux petit bouton bleu, vous savez, celui qui vous mentionne comme étant, comment on dit encore certifié, voilà, merci. Il y a des tarifs, c'est à 2 vitesses, ou à multiples vitesses en tout cas, Sébastien. Oui, alors, je sais pas si tu as vu le jeu de mots, mais je pense qu'on me l'a niqué dans le titre, c'est que c'était TweetOS, parce que c'est sur iOS, tu vois. TweetOS. Ah oui, je pensais que c'est une faute de frappe. C'est parce que la lettre I étant à côté de la lettre O, je me suis dit, tiens, il a ripé. Et désolé. Voilà. Bref, et donc, voilà. Donc, on a suivi toute la saga, Twitter gratuit, fouloir machin, tout le bazar. Ouais. Et $8 impayé pour tout le monde qui veut son petit logo. Bon, jusque-là, récap, ça c'est fait. Et puis, Elon Musk qui a commencé à râler en disant, 30%, Apple voleur, comme tous les autres, machin, etc. Donc, comme il fait sur Twitter, il est parti dans tous ses délires. Et il a commencé effectivement à casser du sucre sur Apple. Oh oui, on va enlever mon Twitter. Je vais faire mon propre smartphone si c'est comme ça. Je vais faire mon truc. Enfin voilà, complètement. Ma propre terre. Et voilà. Et puis il y a quand même notre cher Tim Cook qui s'est dit il y a quand même beaucoup de followers sur ce mec. Il est en train de casser du sucre sur Apple, c'est pas bien. Allez, viens, je t'invite, on va faire un tour autour du lac. Dans les bureaux d'Apple et ça va être sympathique. Et tout ça, c'est pas une blague, hein, parce que vous allez vous retrouver après sur Twitter dans le feed d'Elon Musk des petites vidéos où on le voit se promener dans le truc d'Apple où il dit c'est super le truc, merci pour la visite et tout. On a partagé un petit sandwich, hop là, le thon mayonnaise là, c'était très bien. Voilà. Et du coup, on a trouvé un accord. Et l'accord, ça va être quoi ? En fait, nous, on veut $8. Et donc Apple il veut se prendre une petite marge, alors pour qu'on puisse garder nos $8, il faudrait qu'on demande $10.38 et donc on a trouvé un accord, ce sera $11. Comme ça tout le monde il gagne un tout petit peu plus pour le truc. Et donc si tu prends un abonnement pour avoir ton petit logo sur iOS, eh bien ce sera donc $3 de plus que sur un Android, ou que ailleurs. Mais, enfin, je comprends pas bien l'histoire parce que c'est lié à ton compte Twitter. Ton compte Twitter, tu peux l'ouvrir sur n'importe quoi. Mais pas que si sur tu iOS. Prends cet abonnement via ton téléphone, alors pay in app. C'est en in-app, d'accord. Okay. Et là, tu te fais ponctionner de $3 de plus. Bon, je vous donne un conseil, vous allez sur la page web, vous payez les €8 via le web et vous ne payez pas in-app. Point barre. Pas plus compliqué que ça. Oui, vous reversez 3 € à Marc. Oui, sauf que alors après ce genre de truc ça a quand même valu à certains jeux vidéo de se faire dégager parce et les gens qui sont sur Android, ils vont pas, ils peuvent changer de téléphone un jour, ils vont pas se mettre à payer 11 € alors que, je comprends pas bien. C'est une histoire épique. Excusez-moi, mais là-bas, c'est de rien payer du tout à ces gens, c'est tout. C'est tout simple, ça règle tous les problèmes. C'est hors de question de payer quoi que ce soit à Elon Musk pour ce service qui n'est pas un bon service en plus, puisque on laisse passer n'importe quel crétin. Je comprends pas. Oui, la sélection par l'argent, c'est pas... Non, ça c'est pas... Non. Remonter contre Twitter, nous sommes. Oui, voilà, il y a des limites, quoi. Il faut pas non plus prendre les gens pour des... Bon, de toute façon, ces derniers jours, je vais pas mettre toutes les news parce qu'il y en a quand même beaucoup sur Twitter. Oui. Il y a service par service, ils sont tous en train de tomber en panne parce qu'il y a plus personne pour les gérer. Oui, et en plus de ça, il y a des failles de sécurité. Alors, je les ai déjà mentionnées la semaine dernière. Ça semble s'être confirmé cette semaine, mais on vous a pas mis l'article ici parce qu'on va pas non plus vous saouler avec Elon Musk. Mais ils ont viré tellement de monde qu'effectivement, il y a des fuites de sécurité aussi. Enfin, des bases de données qui ont circulé et qui sont aussi en vente sur le dark web. Enfin bref, voilà, c'est un gros n'importe quoi. C'était un réseau social qui avait
un sens à un moment donné. Je pense qu'on va essayer de passer à autre chose. À quoi, ça, c'est un autre débat. En dehors de l'impact Twitter, c'est quand même intéressant, c'est que il y a une différenciation, et je pense que c'est le premier aussi gros à se dire on va avoir une différenciation sur les tarifs aussi violemment entre deux types de téléphones, parce que c'est le même service, la même application sur deux téléphones. Et donc, et que là non plus, Apple ne se protège pas. Je trouve ça étonnant que Tim Cook dise oui, ok, vas-y, c'est plus cher sur Apple que sur Android. Parce que si on prend dans un autre domaine sur les cartes de paiement, si vous connaissez pas, donc vous avez les cartes en Belgique, on avait les cartes Bancontact, Mastercard, donc qui étaient des cartes de débit. Qui avait effectivement, où on payait très peu les commerçants payent très peu de charges là-dessus, hein, la marge, la commission est très faible, et par contre il y a les cartes de crédit, Visa, Mastercard, américaine, etc., où là ils payent énormément. Et pour pouvoir accepter les cartes Visa, Mastercard dans les premières années, je pense que c'est toujours le cas dans les contrats, ils ne pouvaient pas faire une surcharge sur le prix avec Visa, Mastercard, c'est-à-dire qu'ils devaient prendre sur leur marge. Oui. Et donc eux se protégeaient en disant le système doit être équivalent pour l'utilisateur, sinon ça sert à rien, on va s'éclater. Ce qui est logique. Donc là, ce qui est normal. Et effectivement, et c'était arrivé, j'avais porté plainte à un magasin qui demandait de répercuter ça. Ils avaient perdu leur licence en 2 temps 3 mouvements. Ce que ici était vraiment étonnant de la part de Tim Cook. Alors, voilà, ça n'a peut-être pas encore fini, mais si ça se fait, je trouvais pas spécialement une bonne nouvelle pour les gens sur c'est un peu comme, enfin après on va changer de débat, mais c'est un peu comme si on te disait Netflix c'est pas le même prix que t'es une télévision LG ou une télévision Samsung. Voilà. Pour moi c'est même pas, faut même pas aller par là quoi. Faut acheter autre chose ou en tout cas ne pas payer l'abonnement. Faudrait payer en fonction de la diagonale de l'écran. Oui, par exemple, la taille de l'écran. Tout n'est pas une question de taille, c'est une question de netteté d'image. C'est ça. Une fois de plus. Allez, Aurélien, V comme vieux, le Minitel qui renaît de ses cendres, me paraît-il. Oui, je fais un petit coucou à Sébastien Stomac pour cette news. Ouais. Donc le Minitel, je sais pas si vous avez connu ça en France. Ouais, 3615 ULA, oui. Voilà, mais ça revient, tu vas pouvoir faire 3615 ULA. Donc c'est une boîte de Paris. 3615 Scott Frites. Pardon. C'est une blague belge. Ça, donc une boîte française, mais je peux plus faire mes sujets. Hein, Si, je t'en prie, vas-y. Donc, à Paris, il y a une boîte qui s'appelle Multiplier. D'accord. Dont j'ai mis le site dans les notes du podcast, qui fait des petits objets avec du Raspberry Pi, avec des choses comme ça, de la petite électronique un peu DIY, et donc qui a créé un petit boîtier qui s'appelle le Minimit. C'est un petit boîtier donc que vous branchez sur la prise DIN. Alors là c'est pareil, ça va pas nous une prise DIN. Souvenez-vous, c'est petites. Voilà, il y a des DIN il y a pas que ça. Oui, c'est vrai. Mais la plus classique, c'est la 5 DIN, c'est une prise ronde avec un collier fileté et X. Pas nécessairement. Pas nécessairement fileté. Ouais, pas nécessairement fileté. Bon, voilà, ronde avec des broches. Oui. La prise, chez les musiciens, la prise MIDI, c'est une prise DIN, par exemple. Exact, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Donc c'est un petit boîtier, donc dedans il y a une petite électronique qui se connecte au Wi-Fi de chez vous, et Multiplier a créé les serveurs pour que vous puissiez sur votre Minitel refaire le 3615 ULA, avoir l'horoscope, la météo, voilà, un petit panel de serveurs. Voilà, il faut avoir un vieux Minitel, quoi. Oui, il faut avoir un vieux Minitel, exactement, et ça se trouve encore, mais qui fonctionne, c'est pas toujours évident. Et c'est en pré-vente. Il vous en coûtera 75 € TTC, si jamais vous avez manqué de cadeau de Noël. Hein, pour le petit boîtier, le petit boîtier rose. Voilà, pour le petit boîtier. Oui. Ce qui est pas cher, c'est la Raspberry dedans. Hein. Non, c'est vrai. Oui, si Raspberry, au prix du Raspberry. Je sais pas si c'est un Raspberry dedans, mais je parlais d'autres réalisations. Et je voulais parler d'une autre réalisation qui m'a bien fait rire.
Ils ont repris des téléphones à cadran aussi, qu'ils appellent Gaston. Alors voilà, regarde dans le scroll horizontal là, il y a Gaston. En fait, a priori, vous allez dans ils ont fait ça pour une médiathèque à Nancy. Vous allez dans une médiathèque et vous voulez avoir une explication sur un livre, quelque chose comme ça. Vous avez un téléphone, vous le décrochez et vous entendez un petit bout d'extrait audio dans le téléphone à cadran. Et oui, voilà, ils sont partis de Navastag. Ils ont le lapin Navastag aussi, ouais. Ouais. Et voilà, donc en fait, ils ont un tas de choses comme ça, un peu rétro, un peu vintage, un peu design. Voilà, ça peut plaire à pas mal de gens. Bah, en plus de ça, c'est c'est un élément de décoration à la maison si vous avez des trucs rétro, un peu rétro, un peu décalé. Pourquoi pas? Oui, le lapin Nabastag. Si vous avez connu ça, c'est français aussi, Nabastag. Ouais. Donc c'était chouette aussi ce machin-là. Et donc là aussi, il réédite entre guillemets. Là, c'est pas donné. Par contre, 500 € pour un. Oui. C'est quand même un peu. Voilà. Mais je suis même pas sûr que l'original coûtait aussi cher. donc voilà. Mais bref, une petite découverte. Multiplier, ça s'appelle multiplier.fr. On vous a mis le lien évidemment dans la description de cet épisode, ce qui est très bien. Oui, tu voulais rajouter. D'ailleurs, je crois que c'est la première fois que je vois une adresse d'un site avec un et accent aigu. C'est pas faux. Tiens, maintenant que tu le dis. Ça m'a. Regarde, mais je crois que c'est. Oui, ça fait quelques années, mais c'est rare qu'on l'utilise. Ouais, parce que si on fait multiplier. Ah non, en fait, multiplie sans accent renvoie vers multiplier accent. Donc ça ah ouais, d'accord. Un alias. Est-ce qu'on peut acheter des noms de domaine avec des accents? Oui, tout à fait. Et alors, en fait, il y a une norme derrière dont l'accent est transformé en une série de codes. Et donc, c'est ton browser. Il faut que ton browser. C'est le browser qui l'accepte. Le truc et ta résolution DNS. Je sais pas si c'est le browser ou la résolution DNS qui le fait, mais. Okay. A priori, je pense que c'est le browser. Et donc, effectivement, ça pose aucun souci. Par contre, ça pose énormément de soucis au niveau du hacking, parce que tu peux très bien prendre un PayPal avec un tréma au-dessus du Y ou du machin, et que tu vois dans tes campagnes de phishing, tu vois vraiment paypal.com, alors qu'en fait, non. C'est un PayPal avec un tréma, un chapeau, un machin. Ouais. Donc, il n'y a pas de limitation sur l'achat de ce genre de nom de domaine. Ils ont quand même mis des limites. Pas si facilement, non. Non, ok. Bon. Non. Bon, on a un peu dévié du sujet. Hein. Vous l'avez remarqué. On pourrait reparler des poils avec les manches. Des poils non, mais on veut pas le faire. Oui. Ça avait marqué certains de nos auditeurs, cette histoire de poils. Oui, parce que si tu veux qu'on parle d'autres poils, là, j'ai un rasoir qui est juste là. Mais non, mais on ne veut pas aller par là, parce qu'il ne reste que très peu de temps, et je voudrais qu'on fasse la dernière lettre de cet épisode difficile. La lettre W comme oui mais non. Je rappelle le principe du oui mais non, c'est une information technologique certes, mais improbable, mais technologique certes, mais improbable, mais technologique certes, mais improbable, et comme ça à l'infini. Sébastien, tu nous as décoté quelque chose, parce que pour l'instant, chaque fois qu'on me trouve une information, on me met des oui mais non des fois, où tu te dis mais c'est pas un oui mais non, ça c'est la guerre en Ukraine, c'est les machins, etc. Ça, ça va être drôle ou pas? Oui, ça va être drôle. Ah ok, d'accord, alors ça va, j'écoute. Ouais, ça va être drôle. Allez, mais fais-nous rire. On avait beaucoup de oui mais non qui étaient un petit peu sexo, machin, mais ici c'est pas sexo. Voilà. D'accord. Mais c'est drôle, c'est technologique et c'est drôle. Vas-y. Et donc, je voulais... Alors, c'est Toyota. Bon, jusque-là, c'est pas super drôle, bien que bon qui rigole, voilà, c'est peut-être drôle. Voilà, hein, ok, et des trucs comme ça. C'est vrai qu'ils étaient bons dans les pubs à l'époque, les gars. Et donc, c'est pour la marque Lexus qu'ils ont réussi à faire quelque chose, et je suis très content de le faire avec Aurélien là-dessus, parce que je suis sûr que ça l'intéressera. Ils ont réussi à faire quelque chose d'extraordinaire sur un véhicule électrique, c'est qu'ils ont rajouté une boîte de vitesse manuelle. Oui. Ah, ça, c'est la bonne blague. C'est ça le truc, c'est que tu dis, mais alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis plusieurs moteurs, ils ont fait machin. Non. Il n'y a qu'un seul moteur électrique qui n'a rien de différent d'une voiture électrique tout à fait standard. La boîte de vitesse n'est juste qu'une simulation d'une boîte de vitesse classique. C'est-à-dire que tu dois passer de première à la deuxième, à la troisième, etc. Mais techniquement, il n'y en a pas besoin. C'est juste il n'y a pas de tringle. C'est pour le plaisir d'avoir une boîte de vitesse. Et un embrayage.
il y a un embrayage. Ouais. Donc, alors, ça se fait pas sur le modèle de Monsieur Tout-le-Monde, c'est une voiture de luxe sur laquelle tu vas pouvoir avoir le plaisir d'une boîte de vitesse manuelle en électrique. Et ils ont poussé le vice, c'est que tu peux avoir donc une voiture électrique qui cale. Bah oui, du coup. Oui, voilà. C'est une trompe de rapport. Est-ce qu'on peut aussi faire comme chez le dentiste, c'est-à-dire lâcher l'embrayage trop tôt et faire des trucs, des bruits bizarres. Oui, et après tu dois aller le remplacer parce que c'est un logiciel. Donc tu vas aller remplacer le logiciel parce que tu as pété ton embrayage. Vous n'avez plus de dents dans votre embrayage. Il y a quand même des ingénieurs, ils se font chier. Mais alors, au-delà de ça, bon, on sait que maintenant on met des générateurs de bruit aussi sur certaines voitures électriques parce qu'elles sont trop silencieuses et que les passants ne font pas attention et ne sont donc c'est pour des raisons de sécurité. Bientôt on va rajouter peut-être un peu de fumée aussi pour se rappeler le bon vieux temps. Pourquoi pas un peu de dioxyde de carbone. Un peu de dioxyde de carbone, voilà, ça va, c'est machin, etc. Ceci dit, je lisais les commentaires parce que j'ai vu ça passer aussi sur Twitter, me semble-t-il, et je voyais des commentaires fusés. Et là, peut-être que justement Aurélien, tu vas pouvoir nous éclairer. Il paraît que ça se fait de mettre des boîtes de vitesse, alors peut-être des boîtes de vitesse automatiques du coup, pour la gestion du couple ou sur des moteurs électriques, sur des véhicules électriques ou des vélos ou des motos, enfin que sais-je. Est-ce que tu peux me confirmer ça ou pas? Alors, sur les voitures hybrides, il y en a. Oui. C'est bon. Ouais. Et alors, parce le problème, c'est que sous voiture électrique, on met tout et n'importe quoi. Oui. Et en fonction de l'architecture des moteurs, c'est-à-dire comment ils sont agencés les uns par rapport à les autres, qui entraînent vraiment les roues ou pas, on peut avoir des voitures dites électriques, c'est-à-dire avec une batterie et un moteur électrique dedans, dont la puissance peut être fournie aux roues, qui passe par une boîte dans le cas d'un rétrofit, par exemple. Même pas de série. Même pas nécessairement. De série. Mais si par exemple je fais un rétrofit d'une coccinelle, par exemple, je vais garder la boîte de vitesse. Je tape un moteur électrique dans le coffre à la place du... Non, pas nécessairement. Non. Pas nécessairement, non. Bah non, parce que l'intérêt d'un moteur électrique, c'est que justement, il aura une plage de couple qui est quasiment linéaire sur toute la plage de vitesse. D'accord. Ok, donc il n'a pas alors qu'un moteur thermique n'a pas du tout ça, ne fournit son couple et sa puissance qu'à un certain. Et c'est pour ça qu'on cale. Et c'est pour ça qu'on cale, et c'est pour ça qu'on est obligé de mettre des boîtes de vitesse. Ok, voilà, ça m'a éclairé, parfait. Et du coup, ça a éclairé aussi Seb sur la question. Donc c'est une grosse couillonnade qui va coûter très très cher, cette boîte de vitesse, voilà. Parce qu'en plus de ça, c'est pas sûr non plus l'entrée de gamme des modèles. Lexus, c'est plutôt le upscale de chez Toyota, donc. C'est sur un proto de la Lexus UX300. Enfin, quand tu vois les photos, tu vois la photo, effectivement, c'est pas la voiture de Monsieur Toyota. Non, c'est une vraie voiture de voilà. Je dirais pas de qui. Qu'est-ce que je voulais dire? Que c'est la fin de cet épisode, que ce fut laborieux, qu'on a mal de tête. Évidemment, maintenant, on va prendre... On est en dessous de l'heure, effectivement. On va prendre un petit calmant. Et notre jogger. Et on va revenir... Ils vont bien, notre jogger. Ça fait longtemps que j'ai entendu parler. Oui, ça va. Ils vont bien. C'est comme vous voyez les jeunes chiots. Sébastien, c'est ça. Une babale. Oh, la babale. Voilà. Il est plus là. Donc, j'ai essayé d'aller au bout de l'idée de ce que je voulais vous dire. Que normalement, il devrait y avoir un petit dicton que je n'ai pas prévu. Donc, on va pas griller un dicton pour rien. Voilà. Par contre, ce que je vais vous rappeler, c'est de partager cet épisode, si vous le voulez bien, dans vos réseaux sociaux, avec vos amis, par courriel, par fax, par pigeon voyageur, par Minitel, par Minitel, en l'occurrence, par le moyen que vous préférez. L'essentiel, c'est d'y parvenir, et donc ça nous fait bien plaisir. Merci en tout cas à Sébastien, merci Aurélien, et on va se retrouver d'ailleurs bien vite pour un bonus, parce qu'on a encore 2-3 trucs à dire, mais avant ça, on va quand même souffler un petit peu, et ça va être, à mon avis, fort nécessaire. Merci à tous, merci Sébastien, merci Aurélien, à bientôt, salut. Salut.